le client qui fait appel à un sous-traitant, si le sous-traitant est plus avancé que lui en matière de protection des données, parce que ça arrive, hein, il y a des sous-traitants qui sont très en avance sur le sujet, et qui dit à son client « Ah oui, alors là, tu me demandes de faire ça, mais c'est ennuyeux parce qu'au sens de la réglementation, moi, je ne peux pas faire ça. Si je fais ça, je me mets en contradiction avec la réglementation. » Le GDPR le prévoit spécifiquement en disant « Le sous-traitant avertit et sous-entendu ne fait pas les ordres des clients à partir du moment où ces ordres aboutiraient à faire des traitements qui sont illicites ou contraires au GDPR. » Donc en pratique, hein, ce qui va se passer, c'est les responsables protection des données de chaque entité qui vont se parler pour aboutir à une solution. Sachant qu'en interne, donc, le RGPD met en place, promeut un peu plus le rôle du correspondant à la protection des données qui devient le délégué à la protection des données, le DPO, le met un peu plus en place, le prévoit pas. Alors peut-être que la loi française d'ailleurs le rendra obligatoire, celle qui doit être publiée en tout cas rendu public dans les jours qui viennent. Mais on promet un peu plus le rôle du délégué à la protection des données. Et quand un client en interne donc met en place un traitement, le DPD intervient. Et si jamais le DPD donne un avis contraire, on doit conserver l'avis contraire et indiquer pourquoi est-ce que le responsable de traitement n'a pas suivi l'avis de son DPO. Donc évidemment, ça va être la même chose avec les sous-traitants. Vous imaginez bien que tout le monde va tirer les bretelles, le parapluie, ouvrir toutes les ombrelles, etc. pour se protéger sur ce point-là. On peut imaginer mettre en place un système de certification et de labels, puisque le RGPD prévoit les certifications et des labels. C'est une bonne chose pour démontrer qu'on est conforme avec la sécurité. Mais c'est pas, comme parfois en PCI DSS hein, ou en ISO 27001, c'est j'ai un label, mais c'est parce qu'en fait, j'ai pris un tout petit périmètre de certification. Donc j'ai juste fait ça pour des raisons marketing. Donc c'est intéressant, le certification et label, mais il ne faut pas faire ça pour des raisons marketing parce que si la patrouille passe, elle ne va pas regarder que vous êtes labellisé, donc elle va s'arrêter là. Ça va être un des éléments pour dire que vous êtes conforme, sauf qu'elle va fouiller. Et si vous n'êtes pas conforme sur le reste, a priori, ça ne se passera pas forcément super bien. Donc l'idée de ce texte, c'est vraiment d'aboutir à une conformité de tous pour renforcer la confiance des clients. L'idée, ce n'est pas une révolution, encore une fois, ça fait 40 ans que ces principes existent. C'est juste que normalement, ils devraient être appliqués par un très grand nombre d'entreprises, qu'on constate qu'ils le sont un peu moins, et donc maintenant, on impose un peu plus pour que ça le soit. Les effets du mariage forcé, on a un exemple très récemment, hein, en attendant le RGPD, c'est la mise en demeure d'un fabricant chinois de jouets connectés par la CNIL. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le fabricant a dit ouais, mais en fait, allez voir le distributeur. Sous-entendu, c'est pas mon problème. Et la CNIL a dit non, c'est vous qui m'intéressez, c'est vous qui fabriquez le truc, donc moi, c'est vous que j'ai envie d'entendre. Alors il a dit oui mais bon on est chinois donc moi votre truc vous me l'envoyez en français, vous me l'envoyez en anglais, etc. Donc la CNIL l'a envoyé, il y a eu des réponses imprécises, la CNIL a demandé des précisions et puis au bout du bout voilà, on a vu qu'il y avait un appairage sans mot de passe, il y avait des vrais risques en matière de sécurité, il y avait une prise de contrôle possible de l'audio ou du micro, pour des jouets pour enfants c'est un peu embêtant, une reconnaissance vocale sans contrôle ni information, des flux transfrontières qui n'étaient pas encadrés, pas de mention CNIL d'information des personnes, et alors la CNIL a dit bah, oui ok, vous êtes fabricant chinois, ben, bon, vos produits sont bien vendus en France, hein. Donc vous faites des traitements vis-à-vis de Français, donc voilà, il va falloir respecter un certain nombre de choses. Parce que je vous mets 2 mois pour vous mettre en conformité. Si vous ne vous mettez pas en conformité, je vais pouvoir sanctionner. La dernière sanction pour défaut de sécurité, alors c'était un cas un peu forcé, hein, est montée jusqu'à 3,3% du chiffre d'affaires de la boîte. La boîte faisait un chiffre d'affaires de 760 000 €. Elle a été condamnée à 25 000 €. Alors pour la petite histoire, au niveau du RGPD, d'ailleurs, les sanctions feront en sorte que ça sera un petit peu moins, parce qu'on sera à 2% dans un certain nombre de cas. Donc je vous ai mis là pour information ce qui se passe en cas de piratage. C'est la quintuple peine pour l'entreprise qui se fait pirater. Quintuple peine, toutes les conséquences négatives, effets d'image, remédiation, etc. Risque que la CNIL voit un défaut de conformité. Si un défaut de sécurité a permis le piratage, hop, et qu'on arrive à poursuivre le pirate, ça diminue d'autant les montants des dommages et intérêts. Ah, ça c'est embêtant. Donc c'est une nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation. Merci Jérôme Kerviel. Risque de sanction, 4% du chiffre d'affaires annuel mondial ou 20 millions d'euros. Alors, ce n'est pas le plus petit, hein. Soyons clairs, 20 millions d'euros, c'est si vous n'avez pas de chiffre d'affaires. Par exemple, vous êtes dans le secteur administratif. Et les actions de groupe rendues possibles
du fait des manquements. Les actions de groupe, c'est un petit truc sympathique. Ça veut dire que des organismes, des associations de consommateurs, des syndicats, etc., peuvent demander à bloquer le traitement. Donc bloquer l'activité qui est derrière le traitement. Et le juge peut aller jusqu'à cette extrémité dans un certain nombre de cas. Je vous passe les autres sanctions, mais il y en a encore d'autres qui sont un peu cachées. Il y en a une qui peut aussi être intéressante, c'est vous dites, bon, c'est pas grave, je me suis organisé pour collecter, je me suis mis dans un pays exprès, etc. Je vais faire mon truc. La Cour de cassation a quand même rappelé que quand vous voulez vendre des fichiers de données qui n'étaient pas faits en accord avec la réglementation, la vente était nulle. Le fichier n'est pas vendable. Donc en fait, la personne, l'acheteur, garde l'argent, enfin récupère l'argent, et garde les données qu'elle n'est plus censée utiliser. Ce qu'il faut avoir en tête, surtout, c'est que le RGPD, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a beaucoup de réglementations qui s'appliquent notamment aux objets connectés, parce que les objets connectés, c'est un système d'information au sens de la réglementation applicable. Et comme c'est un système d'information, il y a tout ce qui est là pour le protéger, c'est-à-dire la loi relative à la fraude informatique. Il y a le règlement identification électronique et services de confiance qui peut s'appliquer pour un certain nombre de systèmes de chiffrement, d'authentification qui peuvent être mis en place et les prestataires à qui on fait appel dans ce cadre-là. Il y a, alors je ne sais pas pourquoi j'ai mis projet de directive Nice. Et la directive Nice, c'est plutôt le projet de transposition de la directive Nice, puisqu'elle a été adoptée. Et là, on en est à la transposition. La directive Nice, c'est grosso modo la loi de programmation militaire, mais pour un plus grand nombre d'acteurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous intervenez sur des secteurs très particuliers, vous devez avoir des obligations très particulières de sécurisation également. Ça vise tout le secteur des voitures connectées, par exemple. Ça vise ce genre de choses, avec notification obligatoire des défauts de sécurité, mise à niveau du niveau de sécurité, etc. Directive Cybercrime de 2013 qui reprend grosso modo la loi Godefroy, enfin c'est plutôt l'inverse. Loi pour une république numérique qui remet un certain nombre d'obligations. Et puis donc les textes propres à l'écosystème de l'objet connecté, puisque quand on intègre un objet connecté dans un écosystème, il ne faut pas oublier que si on est dans le secteur de la santé, toute la réglementation sur la santé s'applique, avec les notifications dans un certain nombre de cas, le transport, etc., etc. Et puis le fameux code des postes et communications électroniques, qui nous indique notamment que si vous voulez brouiller un objet connecté, c'est illégal. Donc on ne peut pas empêcher le fonctionnement d'un objet connecté, sauf à ce que la loi l'impose de faire ce brouillage. Donc il y a des textes pour imposer la sécurisation, mais également des textes pour réprimer les atteintes. Avec le fait qu'en droit français, on va parler de traitement automatisé de données, système de traitement automatisé de données. Au niveau européen, c'est la même chose qu'un système d'information. Incrimination au large spectre, pénalisation de l'extraction frauduleuse de l'information, ce qui peut être intéressant pour les systèmes de réseau où on a des capteurs connectés qui font remonter beaucoup d'informations et un tiers qui capte cette information. Eh bien, on a l'équivalent du vol d'informations qui pourrait s'appliquer dans ce cadre-là, avec des sanctions théoriquement assez fortes. En pratique, on a une volonté politique très forte de lutter contre ça et d'assurer la sécurité, mais l'application par les tribunaux est beaucoup plus mesurée, malheureusement. Petit point d'actualité, il y a un projet de loi au Sénat américain sur la cybersécurité de l'Internet des objets qui impose, enfin qui a pour but, parce que ça n'a pas été adopté, d'après les statistiques, ça a 20% de chances d'être adopté en l'état, ça a pour objet d'imposer des critères minimums pour répondre aux appels d'offres au niveau de l'administration américaine, ce qui irait aller dans le grand public. Et donc, par effet de capillarité, et donc on aurait un niveau de sécurisation minimum sans quoi on ne pourrait plus fournir, ou en tout cas distribuer des objets connectés aux États-Unis vis-à-vis d'un certain nombre de fournisseurs. Sur la thématique, je vous invite à aller voir un livre blanc qui devrait être rendu public le 15 décembre prochain, celui du Forum des compétences qui rassemble les grandes banques et grands assureurs français, qui parle notamment des objets connectés du quotidien utilisés en entreprise, parce qu'on n'avait pas d'autre formulation pour viser ce qu'on voulait viser. C'est grosso modo les lunettes connectées, les montres connectées, etc., utilisées dans un périmètre de BYOD, et toutes les problématiques que ça peut poser à l'intérieur de l'entreprise en termes de sécurité, en termes de mise à disposition des salariés et en termes d'utilisation, quand l'employeur va demander à ses salariés de porter ça vis-à-vis de sa clientèle, etc. Et comment est-ce que ça peut s'intégrer et comment surtout ça peut parfaitement être fait à partir du moment où on respecte un certain nombre de règles, notamment celle du GDPR, apparaître mi-décembre 2017. Je suis désolé, j'ai un petit peu dépassé le temps qui m'était imparti. J'en suis absolument désolé. Je pense que la séance de questions, on pourra peut-être la faire après, une fois à la fin. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.
Donc rebonjour pour ceux que j'ai vus ce matin. Donc je ne vais pas vous refaire la même présentation parce que je dirai à peu près les mêmes choses sur ces questions. À votre invitation, j'étais venu suite à une publication que nous avons du pôle innovation études et prospectives de la CNIL, à savoir que notre pôle depuis 2011, en fait, on essaye d'explorer des sujets de manière prospective et un petit peu différente de ce que pourrait faire une production. Je vais y aller. Ce que serait une exploration purement juridique du sujet, où notre objet finalement c'est d'essayer de comprendre, ça j'ai passé, comprendre certains phénomènes et puis essayer déjà d'avoir une lecture qui soit privacy pour comprendre et essayer déjà de former un peu les juristes derrière sur ce qui vient, et d'autre part être un point de contact avec l'extérieur pour commencer à tisser des contacts avec des écosystèmes. Le premier c'était la vie privée Horizon 2020, donc au sens général. Celui-là c'était le corps connecté. Donc en fait on était parti du quantified self et de la notion de données de santé, où on avait émis pas mal de scénarios prospectifs, et sur l'idée de à quel moment une donnée collectée dans un cadre de loisirs deviendrait une donnée de santé. Et c'est une chose qui est parue en 2013, je crois, chez nous. Et en gros, la doctrine est arrivée un petit peu plus tard. Et c'est en 2015 qu'on a commencé à avoir une doctrine au niveau de la CNIL. Donc ça a l'intérêt pour nous, c'est vraiment d'essayer d'aller un petit peu plus loin. Les industries culturelles et le partage à droite. Tout ça étant disponible sur notre site. Sur ce site qui s'appelle link.cnil.fr. Donc, je ne suis pas juriste, je ne suis pas technicien. La CNIL, c'est 70% de juristes et 25% de profils informatiques, on va dire. Docteurs en informatique, des ingénieurs, docteurs en chiffrement, qui travaillent toujours en binôme, il faut le savoir. Pour toute analyse, il y a toujours un binôme juriste-technique. Et nous sommes trois, et nous sommes, trois également avec des ingénieurs. Nous avons le laboratoire d'innovation numérique de la CNIL, donc CNIL à Anvers, avec un sous-domaine qui s'appelle link.cnil.fr, qui nous permet finalement de ce qu'on fait en allant dans le fond sur ce type de publication. On le fait au fil de l'eau, en traitant différents sujets par des articles, par des publications, par des interviews, par différentes choses. Donc voilà à peu près pour situer d'où je parle. Et voilà, sur la plateforme d'une ville, on était parti sur la Smart City. Et dans une vision un peu prospective, on voulait le traiter un peu différemment. Ça, c'est une cartographie qu'on peut trouver sur la page. On a essayé de comprendre un peu comment la ville était en train de se transformer et comment finalement, aujourd'hui, un nouveau type d'acteur arrive dans la ville, où on voit bien que la Smart City, depuis ce matin, on parle de prestataires, de délégations de services publics, d'acteurs qui officient sur le territoire. Et on se rendait compte qu'avec un nouveau type d'acteur, aujourd'hui, on a un nouveau type d'acteurs qui viennent de l'extérieur, typiquement les plateformes, où on se rend compte que des acteurs qui arrivent sur la ville, qui commencent à produire du service en ville, qui ont un effet sur la vie dans la ville, et qui, in fine, finalement, entrent dans le cadre de la Smart City au sens large et produisent des données qui sont d'intérêt pour la collectivité. Donc on entend par là voilà, les plateformes, avec ce modèle données contre service qui investit le champ urbain, où on se retrouve finalement avec le même cas d'espèce que nous on a connu tous individuellement au moment où il a fallu ouvrir un compte Facebook ou un compte Gmail, à savoir qu'on signe un pacte où finalement on commence à tout donner à ces plateformes sans trop savoir ce qui va se passer. Et aujourd'hui on a des exemples, et pendant très longtemps, ces plateformes se sont assez, on va pas dire désintéressées, mais c'était pas leur sujet, la ville. Et ça a changé depuis 2 ans à peu près, avec 2 exemples. Donc je vais plutôt parler de celui qu'on a en bas, avec Skywalk Labs. Donc Skywalk Labs, c'est le spin-off de Google qui s'intéresse à la ville numérique, qui, dès 2015, ont répondu à un appel d'offres de la ville de New York pour remplacer les cabines téléphoniques. Et ils ont proposé les Link New York, qui étaient les cabines téléphoniques autofinancées et financées par la publicité, mais la publicité à la Google, donc et la publicité par la collecte de données personnelles, avec un nouveau modèle. Depuis, ils sont allés sur Flow, qui est une plateforme Smart City, tout intégrée, qui, à la suite d'un concours qui a été organisé aux États-Unis, où il y a eu un gagnant. L'idée, c'était de proposer cette plateforme à une ville, gratuitement. Google s'est dit, c'est pas assez. Ils l'ont proposé à 16 autres villes, en gros, ceux qui n'avaient pas gagné le concours. Ce qui fait que 16 villes moyennes aux États-Unis ont reçu une plateforme toute intégrée de Smart City
encore une fois, gracieusement, avec potentiellement des modèles économiques intégrés. Et là où c'est intéressant pour nous, c'est que vous voyez bien du point de vue de la CNIL, notre souci à nous, c'est pas Google, c'est pas l'efficacité du service, c'est quel est le marché finalement. Et est-ce que c'est pas les données personnelles des individus sur un modèle publicitaire qui vont servir à faire tourner la ville avec des écosystèmes fermés où typiquement si Google installe une plateforme de Smart City, il va plutôt mettre un Google Maps, il va plutôt mettre un Google Pay, il va plutôt mettre un Google Parking, un Google Street Map, etc. etc. Et que se passerait-il si les individus étaient obligés d'entrer dans un écosystème finalement Android pour utiliser la ville? Donc ça pose un certain nombre de questions. Avec cette citation qui n'est pas de nous, qui est d'Henri Verdier, sur les collectivités locales qui seraient devenues les métayers du champ urbain, c'est-à-dire qu'ils cultivent leurs propres services publics dans des écosystèmes qui ne leur appartiennent pas et dont ils peuvent potentiellement se faire éjecter à tout moment. L'autre grand axe qu'on avait essayé de traiter, c'était voilà, la ville liquide. J'irai assez vite là-dessus, mais l'idée que ce matin, on parlait un petit peu de l'individu dans la ville. Et de notre point de vue, ça a été souvent un peu le grand oublié, c'est-à-dire que la ville système, l'idée de la Smart City tout géré, où le citoyen ne serait qu'un paramètre. Et on a eu tendance à oublier parfois un peu voilà, la cybernétique, Norbert Wiener, de penser la ville comme système. L'individu, finalement, étant un paramètre et un électron à téléguider, n'avait plus forcément sa place. Et quid de l'acceptabilité et quid de la ville, où on se rend compte que, sur cette image qui est encore assez récente, il y a très très peu d'individus dans la ville, et on a tendance à les oublier. Donc sortir un petit peu de cette idée que le citoyen n'est qu'un porteur de smartphone, donc un objet connecté, et qu'il n'est là que pour produire de la donnée et pour être finalement réutilisé. Ce qui pose des questions justement du point de vue de ses droits, mais également de comment on pense la ville. Le troisième axe qu'on a essayé de voir, c'est cette question de... Voilà, on se rend compte que, toujours avec l'analogie avec l'expérience personnelle, aujourd'hui quand on navigue sur un navigateur, on est pas mal traqué. Vous pouvez essayer en termes de cookies, c'est-à-dire que toutes nos interactions sont traquées par des cookies qui ont pour objectif de nous pister, enfin de mieux nous profiler pour mieux nous vendre de la publicité la plupart du temps. Et il y a des systèmes qui sont les adblockers, les do not track, etc. où on s'est dit, voilà, est-ce qu'on peut avoir un mode navigation privé dans l'espace public? A-t-on encore moyen de vivre dans l'anonymat dans la ville quand historiquement on quittait son village où on était connu de tous pour pouvoir gagner sa liberté dans la ville où on avait un petit peu d'anonymat pour pouvoir justement commencer à développer certaines choses. Et voilà, on imagine certaines solutions, mais la grande problématique, c'est qu'aujourd'hui, on est capté partout, tout le temps dans la ville. Et il faut bien que chacune de ces collectes ait une finalité. Et il ne s'agit pas de remettre en cause le fait de faire de la vidéoprotection ou autre, mais il faut bien s'assurer finalement au niveau du régulateur que ce qui est utilisé pour un cadre de protection ne s'avère pas devenir un cadre de surveillance un peu plus puissante tel qu'on peut l'avoir ici. Avec cet exemple, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est en Chine. Ça, c'est un système de reconnaissance faciale qui est sur les passages piétons et qui permettrait justement à la volée de reconnaître les piétons qui ont traversé en dehors des clous, enfin pas au bon moment en tout cas, pour pouvoir potentiellement les blâmer d'une manière ou d'une autre. Où là, ça commence à poser des questions sur comment on peut évoluer dans la ville et jusqu'où on peut aller dans la captation et la reconnaissance des personnes à tout moment. Donc ça, voilà, c'était un peu la big picture, avec voilà, pas mal de questions que ça pose. Mais pour en revenir finalement à la première partie, ce qui nous intéressait, c'était... et c'est une question qui arrive, c'est pas des choses qu'on a inventées par nous-mêmes, on a essayé de sortir un peu de notre prisme données à caractère personnel, vie privée, individu, et de remonter un petit peu au niveau de la collectivité, qui elle est prise entre deux feux finalement. Elle a envie de produire des services, elle a envie de faire ça bien, elle a envie de s'adresser à des services toujours plus personnalisés pour l'individu, elle a envie d'améliorer les services publics en général, mais avec ces grands acteurs qui, comme on disait tout à l'heure, produisent des services dans la ville, c'est-à-dire changent la vie dans la ville via les smartphones, ils se retrouvent avec aujourd'hui des stocks de données qu'ils aimeraient bien utiliser, où la loi pour une république numérique était déjà une réponse, c'est-à-dire que l'open data, à l'origine, on s'est dit l'open data, ce sera les données collectées, enfin produites par le service public. Loi république numérique, on s'est dit mais c'est pas suffisant en fait ces données. Donc on va changer ça, on va mettre toutes les données d'intérêt général. Les données d'intérêt général étant les données produites
par les acteurs qui travaillent dans le cadre d'une concession publique. Régie, ça peut être une DSP, régie, etc. Mais ce n'était pas encore suffisant, puisque ce n'est pas encore les données les plus fines. Donc, on a, à partir de différentes lectures, on n'a rien inventé, on est allé chercher des choses qui sont en train d'émerger. On a conçu 4 scénarios de partage de la donnée, donc voilà, pour des missions de service public, dans le respect de la protection des individus. Avec à chaque fois une seule idée. Aujourd'hui, on a des acteurs privés, quel que soit leur modèle, qui produisent des services via la collecte de données à caractère personnel. Il ne s'agit pas de se dire, on part du principe qu'ils le font correctement. Ce n'est pas l'idée de se dire qu'il faut les en empêcher. Ces acteurs privés, aujourd'hui, ont des stocks de données qui pourraient être intéressants pour l'acteur public, pour la gestion de sa ville, pour la Smart City et pour l'intérêt public. Donc comment faire en sorte d'organiser finalement ce retour des données vers l'acteur public et de la meilleure des manières. Donc on a établi 4 scénarios qui sont ici, où en haut ce seraient des scénarios qui demanderaient des nouvelles obligations légales, donc ce n'est pas possible en l'état, et en bas c'est des scénarios qui sont possibles à droit constant, avec d'un côté des données agrégées qui seraient retournées vers l'acteur public, et de l'autre des données fines, donc des données à caractère personnel qui pourraient revenir vers l'acteur public. Et pour ces scénarios, donc ils sont au nombre de 4, le premier, on s'est dit, ce serait l'open data privé obligatoire. Le nom, on peut le changer, hein, c'est pas le problème. L'open data obligatoire, ce serait aujourd'hui là où des acteurs le font par eux-mêmes. Donc Waze, via Waze Connected Citizen, le fait. Uber le fait. Aujourd'hui, de la même manière, les données qui sont dans le cadre des données d'intérêt général correspondent à ce format, puisqu'elles sont anonymisées. Il s'agit de demander à l'acteur privé, via la loi, de produire des données en open data après anonymisation, pour que l'acteur public ou d'autres acteurs puissent s'en resservir. Donc aujourd'hui, il ne s'agirait pas de demander à tout le monde de libérer toutes ces données, mais via une réglementation, se dire qu'il y a peut-être par secteur des données qui sont d'intérêt public, qui auraient vocation à être partageables, et potentiellement partageables avec d'autres acteurs, ce qui peut avoir un intérêt d'un point de vue de marché, là où il y a des positions dominantes, on va dire. Ça pourrait permettre de réouvrir des marchés et potentiellement à des nouveaux acteurs. C'est ce qu'on connaît, voilà, c'est en gros ce que font déjà certains acteurs, mais en essayant de l'étendre à des données qu'on jugerait intéressantes. Le deuxième, ce sont les données d'intérêt général augmentées. Pourquoi augmenter? Parce que je vous disais tout à l'heure que les données d'intérêt général, aujourd'hui, elles ne concernaient que les données produites dans le cadre d'un service, d'une délégation de service public, et étaient des données anonymisées et en open data. Mais on avait pris l'exemple, c'est que à New York actuellement, il y a une petite guerre entre Uber et la municipalité, où la municipalité dit mais c'est très bien votre open data, mais moi ça me suffit pas, parce que les données trop agrégées, j'arrive pas à produire, à savoir d'une manière très très fine ce qui va se passer rue par rue, ce qui va se passer à certains endroits, et parfois il serait peut-être intéressant, juste pour améliorer la gestion de la ville, de pouvoir avoir accès à de la donnée fine pour déjà savoir où il y a une personne ou 2 personnes, savoir où il y a très peu de monde. Donc partant de ce principe, on s'est dit que ça pourquoi pas être possible, parce que souvent on pense que la CNIL empêcherait ce type de choses. De toute façon, elle n'a pas empêché ou pas dès lors qu'il y a obligation légale, il s'agirait de le réguler. Mais elle pourrait dire que voilà, des données par la loi pourraient être pseudonymisées. Donc il ne s'agit pas de les donner avec les noms, prénoms, mais au moins les pseudonymiser. Que des données fines puissent revenir à l'acteur public avec pour objectif et pour contrainte de l'acteur public qu'il exécute une mission d'intérêt public et compatible avec la finalité initiale. Donc on reste dans le RGPD. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, c'est-à-dire que des données qui sont utilisables pour améliorer les transports ou les flux dans la ville, qu'elles ne soient pas réutilisées contre les personnes ou pour d'autres finalités. Et donc, le régulateur, il s'intéresserait à l'acteur public, il prêterait particulièrement attention à ce qu'il fasse les choses correctement, mais potentiellement, à partir du moment où légalement c'est encadré, rôle à l'autorité de protection de faire en sorte que l'acteur public ne fasse pas n'importe quoi, puisque, je vous le rappelle, la CNIL est là autant pour réguler le secteur public que pour réguler le secteur privé. Les deuxièmes qui peuvent nous intéresser un peu plus directement et peut-être plus dans vos réflexions, c'est 2 types de choses. C'est qu'aujourd'hui, souvent, on parle de ouverture-fermeture. Voilà. On est toujours sur l'open data.
Et avec une deuxième contrainte, c'est que données personnelles empêchent open data. Donc, je veux pas partager mes données parce que pour des questions de marché, tout simplement. Et deux, de toute façon, la CNIL ne voudra pas, donc je fais pas d'ouverture de données. Mais il y a des systèmes qui commencent à se mettre en place, ce qu'on appelle les plateformes de réutilisation de données. On a pris l'exemple, c'est Orange qui travaille sur un projet comme ça, c'est le projet Opal, où c'est de changer la logique. C'est de dire, plutôt que de faire sortir mes données pour que d'autres puissent s'en servir par eux-mêmes, pourquoi pas leur permettre de faire venir leur algorithme, en gros, sur mes données. Et il y a des plateformes qui commencent à permettre ça, c'est-à-dire que les acteurs puissent mettre en place des plateformes d'accès à leurs propres données où ils vont permettre à d'autres de venir poser des questions et d'avoir des réponses agrégées. En ayant des réponses agrégées, ce n'est pas des données à caractère personnel, donc il n'y a pas de responsabilité de traitement. Et ça peut permettre, en plus, pour ces acteurs, d'acteurs privés et pas uniquement publics. Et c'est des systèmes qui peuvent fonctionner, c'est-à-dire d'organiser le passage des données, plutôt que de toujours penser le transfert de données d'un acteur vers un autre. Aujourd'hui, on a largement les moyens de pouvoir faire traiter des données par un tiers sur ses propres données sans avoir à les sortir. Et ça, c'est des choses qui commencent à émerger. Moi, je vous disais, Orange travaille dessus, mais ce n'est pas les seuls. Pour aller voir, c'est le projet Opal, c'est assez intéressant, ils travaillent avec l'AFD là-dessus. Et c'est des projets qui peuvent apporter des réponses à des questions qui étaient bloquantes pour pas mal d'individus. Et le dernier, s'agirait d'engager un rééquilibrage, mais par la portabilité. Donc la portabilité, on n'en a pas parlé tout à l'heure. J'en ai très peu parlé ce matin, donc ça va être l'occasion de vous en parler. Parmi les nouveaux droits en fait, qui sont inclus au règlement européen, il y a la portabilité. Auparavant, on avait un droit d'accès sur ses propres données. Donc un droit d'accès, c'est un droit de lecture, en gros. C'est-à-dire que je demande à lire toutes les données qu'un acteur possède sur moi. Il me les envoie dans le format qu'il veut, parfois en PDF, parfois en papier, parfois gravé dans du marbre s'il le souhaite, peu importe, il fait ce qu'il veut. Tout ce qu'il faut, c'est que mon œil puisse les lire. Donc c'est lisible par l'homme. La différence avec la portabilité, c'est de donner accès, c'est pas donner accès pour le coup, c'est de rendre les données transmises dans le cadre de l'utilisation d'un service à un utilisateur, mais dans une version qui soit lisible par machine et réutilisable, dans un format qui soit ouvert et communément utilisé. Donc on n'a pas imposé de standard, on n'a pas imposé l'interopérabilité parce que ça voudrait dire fermer les choses, mais en partant du principe que secteur par secteur, à partir du moment où il y a échange de données, il y aura un standard à un moment donné qui deviendrait la norme sur le partage de ces données. L'intérêt pour ça, il est souvent vu du point de vue du marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'objectif de la portabilité, c'était que la personne puisse traiter elle-même les données pour elle-même, si elle le souhaite, mais aussi les transférer avec un acteur tiers. Par exemple, l'exemple que je cite tout le temps, c'est celui de je veux passer de Spotify à Deezer ou de Deezer à Spotify. Le coût de transaction d'un transfert d'un service à un autre aujourd'hui est extrêmement élevé. Il ne s'agit pas juste de désabonner, se réabonner. Ce qui est important dans un service, c'est ce qu'on a produit dedans. Mon historique de lecture sur 3 ans, mes dizaines de playlists que j'ai créées, et tout ce que j'ai pu créer, en fait, c'est un écosystème qui est bien plus de valeur que les 10 € par mois que je vais mettre, ou potentiellement l'euro que je vais économiser en passant de l'un à l'autre. Et ça faisait que ça a un effet qui finalement nous enferme dans certaines plateformes où c'est pas qu'on soit amoureux de ces plateformes, c'est juste que on n'a pas envie de repasser autant de temps à créer autre chose chez un autre acteur. Donc ça peut permettre à un utilisateur de partir et de recréer l'expérience. Par rapport à l'algorithme dont on parlait ce matin, on ne part pas avec le secret industriel, on ne part pas avec les listes de recommandations, on ne part pas avec l'algorithme de recommandation, on part juste avec ce que nous, on a créé dans le cadre de nos activités. Autre chose avant que je parle du public, c'est que ça peut permettre aussi de désiloter des services, à savoir que moi, nouvel entrant dans un marché, j'ai peut-être un service qui est extrêmement intéressant du point de vue de l'algorithme, pour faire simple, mais je n'ai pas encore les données qui vont me permettre de vous le rendre de qualité. Et de demander à une personne de venir chez mon service après avoir fait sa portabilité du premier service, c'est de lui dire « Viens avec tes données, moi j'ai un service plus intéressant et une offre finalement qui pourrait t'intéresser. » Donc ça, c'est le secteur privé. Et dans le cas du public, on s'est dit, le texte à aucun moment ne dit que ça ne concerne que le secteur privé. À partir de là, pourquoi ne pas avoir une portabilité citoyenne? Et c'est le plus, on
on va dire, le plus prospectif. Mais voilà, on parle beaucoup des communs numériques, on parle beaucoup de la participation, de comment impliquer les habitants. Et aujourd'hui, l'habitant ayant un droit à la portabilité, pourquoi ne pourrait-il pas actionner cette portabilité vers un acteur public pour créer un commun informationnel? Donc ce serait possible. Il s'agit de le mettre en place, mais j'en ai déjà parlé avec des personnes dans des collectivités qui seraient intéressées peut-être sur des tests, sur des POC justement, pour le coup, et sur ce qu'on disait tout à l'heure, pour essayer de tester des nouvelles façons de contribution citoyenne où la personne partage ses données. C'est un peu une solution intermédiaire où, par exemple, aujourd'hui il y a deux moyens de connaître. Enfin, avant il y avait un moyen de savoir comment les gens se déplaçaient. On faisait des enquêtes de mobilité. Après, on a eu d'autres exemples, c'est on demandait à des volontaires de coller un GPS et de le garder pendant 15 jours, puis on comprenait un peu comment il fonctionnait. Après, il y a eu Waze, après il y a eu Strava, après il y a eu d'autres. Aujourd'hui, ces données existent. Mais soit on se rend dépendant d'un accord avec ces plateformes, soit potentiellement, pourquoi pas demander aux volontaires de les partager avec nous directement, parce qu'ils ont le droit de le faire. Ils ont le droit de les prendre et de nous les retransférer. Donc potentiellement, c'est une possibilité. Et on voit plus ça comme un champ d'expérimentation et qui peut avoir un intérêt finalement pour tout type d'acteurs. Encore une fois, pour des acteurs qui sont du privé, nouvel entrant dans un marché, mais aussi pourquoi pas les acteurs publics. Et à partir de là, il y a moyen de tisser pas mal de choses. Donc voilà pour les 4 scénarios. Tout ça étant... Il ne s'agit pas de les pousser l'un ou l'autre. Tout ça, c'est né de lecture. Hein. Je vous ai dit, celui-là, c'est la portabilité. Le précédent, Projet Opal, le fait. Les autres, on est allé voir. Il y a pas mal de rapports qui sont sortis, hein, depuis le rapport Bellos sur les données d'intérêt territorial. Il y a le Free Flow of Data au niveau européen. Il y a eu le rapport Citerman qui parlait de ces questions. Enfin, il y a beaucoup de gens qui se posent ce genre de questions. Et on voulait apporter notre contribution finalement aux discussions, avec l'idée que tout ceci, dans ce cadre précis, avec un changement dans la loi pour les premiers, serait possible dans le respect de la réglementation et sur la protection des données. Voici. Hop. C'était tout ce que j'avais à vous dire sur ce sujet. Mais, Merci beaucoup. Oui, allez-y. J'en ai 2 exemplaires ici, et sinon ils sont sur le site link.cnil, il y a publication. Si jamais l'un ou l'autre d'entre vous, ou l'une ou l'autre d'entre vous est intéressé par une version papier et qu'il n'y en a plus, vous pouvez nous envoyer un message et avec vos coordonnées, on pourra vous l'envoyer. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Bonjour, donc j'ai quelques questions concernant la sécurité et les objets connectés. C'est pas toujours très clair de mon point de vue pour savoir où est la limite entre les données à caractère personnel et celles qui ne sont pas forcément à caractère personnel, et également le périmètre de la directive Nice. Donc la première question sur le périmètre de la directive Nice, est-ce que le domaine médical rentre dans est-ce qu'il est couvert par la directive Nice ou pas? Ouais, donc oui, d'accord. Il y a une annexe à la fin de la directive Nice. Ah, attends. Ah, c'est parce que ça enregistre. Ah, t'as pas fini ta question. Bah, allez-y. Ouais, d'accord. Donc ça en fait bien partie, alors c'est ça? Ouais. Oui, d'accord. Voilà. Tu poseras après ta question. Merci. Vous avez une annexe dans la directive Nice qui liste l'ensemble des grands types d'activités qui sont couverts. Donc, grosso modo, vous prenez la liste des activités qui sont déjà couvertes dans le cadre des opérateurs d'importance vitale pour la loi française. Vous les prenez déjà comme base. Et puis, vous regardez cette fois-ci les opérateurs. Alors, hormis les opérateurs spécifiques en matière moteur de recherche, etc., qui sont couverts par une autre liste. Mais spécifiquement sur les secteurs d'activité, vous prenez cette base-là parce que la Nice s'est construite sur la base de la LPM.
Et après, vous l'étendez parce que vous ne parlez plus de secteur d'importance vitale pour la continuation, grosso modo pour la survie de la nation, mais véritablement pour la poursuite de la vie de tous les jours des citoyens, en parlant d'opérateurs de services essentiels, et à ce moment-là, avec un spectre qui est largement plus important. Donc normalement, tout ce qui est dans la... Alors, il faudrait regarder le texte précisément pour voir exactement où ça s'arrête, mais grosso modo, le secteur de la santé, le secteur des transports, le secteur des banques, etc., tout ça, c'est couvert par la directive Nice. De mémoire, il y a au moins une dizaine de secteurs comme ça qui sont couverts. Ouais, bah vas-y. Alors, je vais le dire comme ça. Je vais la répéter. Voilà. Lors de la DEFCON 2016, qui est une conférence de hackers, il a été montré qu'on pouvait pirater à peu près l'essentiel des serveurs connectés de tout le marché. Et quand on regarde en fait le détail des exploits, on s'aperçoit qu'il s'agit essentiellement de négligence, qu'un homme de l'art dans le domaine pouvait complètement faire un dispositif sécurisé. Quel est le risque pour l'entreprise à partir du 25 mai 2018? Est-ce que ça a un lien avec les données à caractère personnel ou pas du tout? Alors, si j'ai bien compris votre question, c'est lié en fait, à la démonstration faite au DEFCON 2016 sur la sécurité défaillante des serveurs connectés pour l'essentiel et le risque de responsabilité du fait de ces éléments. Qui ne sont pas sécurisés, très manifestement. Il y a négligence manifeste, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il est impossible de sécuriser le risque que c'est très mal fait. Quel est comment l'entreprise qui fabrique l'objet, qu'est-ce qu'elle risque en fait? Alors, donc je continue pour le micro. Du fait de la négligence manifeste et pas d'un point de sécurité qui aurait été inconnu ou pas connu de l'état de l'art, mais là on est vraiment sur quelque chose qui aurait pu être corrigé si ça avait été su. Alors déjà, on a le projet de loi américain, parce que pour le coup on était sur la DEFCON, donc voilà, ça a pu aussi pousser à ce type de choses qui de toute façon imposerait un niveau minimum en matière de sécurité. Pour le coup, des serrures, moi j'aurais tendance à avoir un raisonnement alors qui peut se discuter, hein, je vous donne juste mon point de vue. Les serrures, on peut en mettre sur plein de choses, mais a priori si on vise des personnes physiques, on va viser les serrures qu'elles peuvent mettre sur leur appartement, sur leur maison, etc. Donc on peut avoir une traçabilité sur qui rentre, qui sort. Donc la question c'est pas seulement est-ce que je peux rentrer alors que je devrais pas rentrer. La question c'est aussi est-ce que c'est suffisamment insécurisé pour que je sache qui est rentré et qui est sorti. Et à partir du moment où la question se pose, parce qu'a priori si je n'ai pas sécurisé pour empêcher quelqu'un de rentrer, je n'ai pas forcément sécurisé non plus pour savoir qui est rentré, qui est sorti. Et là clairement, qui est rentré, qui est sorti, dans le cadre de la mise en place pour une maison, un appartement, etc., à mon sens, on est dans les données, même indirectement, à caractère personnel. Donc la question pourrait être vue du point de vue du RGPD. C'est ça en fait. Ça dépend si à un moment donné, si on essaye de lire qui rentre, qui sort, mais la serrure en elle-même n'est pas donnée à caractère personnel. C'est ce qu'on va en faire. C'est là. Et pour revenir à la première question, c'est qu'est-ce qu'est une donnée à caractère personnel? Parce que c'était la question à la base. C'est données directement ou indirectement identifiables par plusieurs manières. C'est-à-dire que soit il y a ce qu'on disait tout à l'heure. Le cas de la carte bancaire ou des plaques d'immatriculation, il y a un fichier quelque part de correspondance avec des noms et des prénoms. Ça, c'est des données forcément, donc c'est indirectement, mais assez simplement reconnaissable, on va dire. Mais il y a aussi les données par inférence, quand on peut inférer le fait que ce soit une personne. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme exemple? Le bon exemple, c'est c'est même plus que de l'inférence d'ailleurs, les données de géolocalisation. Tout à l'heure, je parlais du projet Opal. Sur le projet Opal, il y a un chercheur qu'on connaît bien qui s'appelle Yves-Alexandre de Montjoie, qui était au MIT, maintenant il est à Londres, qui a travaillé sur ces sujets. Il avait travaillé sur, je crois que c'était 1 million de transactions de cartes de crédit sur une ville sur un mois à peu près. Et il avait démontré qu'avec seulement 4 tickets, on pouvait retrouver à 99% une personne. C'est-à-dire que il n'y a pas 2 personnes qui sont allées le rapport magasin, date et heure aux mêmes endroits. Mais
là, on va vraiment très très loin. C'est juste pour dire que c'est compliqué d'anonymiser. Mais en fait, une donnée de géolocalisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les transports que vous allez d'un point A à un point B toute la journée, il n'y en a pas deux à le faire, donc c'est facile de vous retrouver. Donc toutes les données qui pourraient permettre de vous reconnaître, de vous retrouver, sont des données à caractère personnel. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les utiliser d'ailleurs, hein. Ça veut dire que c'est réglementé. Et dès lors qu'il s'agit de les conserver, on parlait tout à l'heure de pseudonymisation, anonymisation. Anonymisation, ça va être effectuer un traitement qui va permettre justement de faire en sorte, soit par agrégation, soit par d'autres systèmes, de pouvoir ne pas retrouver la personne. Et à partir du moment où c'est anonymisé correctement, au niveau de l'état de l'art actuel de la science, on va dire, ça n'est plus une donnée à caractère personnel et on va pouvoir la conserver. Donc c'est là où faut se poser la question, est-ce que par mon système on peut retrouver la personne? Si la réponse est oui, c'est une donnée à caractère personnel. Et pour revenir à la fin de votre question, ce qui risque, c'est 2% du chiffre d'affaires annuel, parce qu'en matière de sécurité, ce n'est pas 4%, mais c'est 2% du chiffre d'affaires annuel dans le cadre de la non mise en place de la privacy by design et des solutions de sécurité qui auraient dû être connues au moment de cette là. Mais ça, c'est théorique, hein. On est au montant maximum, sachant que ça dépend aussi dans quel pays c'est fait et qu'il y a des pays dans lesquels les régulateurs ont plus tendance à faire une sanction forte que d'autres. Voilà. Mais clairement là-dessus, en gros, il va se fermer des marchés. Il peut imaginer, le vendeur de serveurs connectés, vendre à certains marchés où on pourrait se dire il n'y aura pas de données à caractère personnel jamais, etc., parce que je vais vendre sur des bâtiments publics, sans contrôle, etc. Sinon, il y a toujours un risque, et si ce risque se met en avant, voilà. Merci. Bonjour, moi j'ai une question, c'est sur la partie de l'open data, sur les 4 scénarios. J'ai pas tout compris. Il me semblait qu'aujourd'hui, les acteurs parapublics, ou en tout cas ceux qui ont les DSP, ceux qui gèrent les délégations de services publics, avaient une obligation de fournir les données à la maîtrise d'ouvrage, en l'occurrence les collectivités, lorsque c'est des EPCI, lorsqu'on parle d'énergie ou de mobilité. Or, dans ce que vous avez dit, il me semble qu'il n'y avait pas de caractère d'obligation, si j'ai bien compris. C'est pour ça que je n'ai pas tout compris les 4 scénarios. Si vous pouvez revenir sur les 4 scénarios pour préciser. Merci. Merci. Si, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, seuls ces acteurs ont une obligation. Et avec l'open data qui va avec. Et en fait, donc ça correspond à ce qu'on trouvait là. Mais c'est juste que dans notre raisonnement, c'était qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de conflits entre des municipalités sur des services qui sont hors contrat en fait. Et toute la question, c'est comment on fait avec ces services qui sont hors contrat, qui justement produisent beaucoup de données, parfois modifient un peu les... il y a des problèmes de voirie aussi, hein. Je parlais de l'exemple Waze, c'est que quand Waze envoie beaucoup de monde dans un petit axe qui n'est pas forcément prévu à cet effet, ça pose des problèmes de politique publique. Voilà. Mais c'est avec comment gérer ces acteurs sans contrat. Mais c'était avec des données pour l'open data. Et on allait un peu plus loin en disant que potentiellement, parfois, des données fines pourraient être intéressantes. Donc finalement, de sortir du cadre open data. Et donc c'est pour ça que... Comment vous imposez aux acteurs privés, parce qu'ils ne sont pas cette volonté de pouvoir remonter leurs données? Oui. Oui, tout à fait. C'est pour exploiter les données. Et aujourd'hui, quand on voit les contrats passer entre la collectivité et Waze, donc la collectivité fournit ces données de manière complètement gratuite, avant elle les vendait. Oui. Oui, bien sûr. C'est bien commun. Et de l'autre côté, vous avez des acteurs privés qui, eux, vont être traités, vont avoir d'autres données, mais qui n'ont pas d'obligation de remonter aussi ces données. Ouais. C'était l'idée d'une obligation sectorielle sur certains types de données. Et par exemple, Waze, ce que fait Waze actuellement pourrait rentrer déjà dans ce cadre. Mais c'est plus pour l'idée. Aujourd'hui, la problématique, c'est que Waze ou un autre arrive et dit c'est comme ça, c'est à ma manière, c'est moi qui décide. Et vous prenez, vous laissez, et tant pis pour vous si vous le voulez. Si en échange, les termes de contrat sont pas clairs. Voilà. Et c'est pour répondre à ces termes de contrat qui sont pas clairs. D'un côté, avec un Waze qui peut faire des bonnes choses, mais ils sont les seuls à avoir la main
finalement sur les termes du contrat. C'est ça qui pose question. De l'autre, avec Uber qui fait la même chose, où ce que j'expliquais, il y a le conflit à New York, où la municipalité dit c'est très bien ce que vous faites, mais moi c'est pas celle-là qui m'intéresserait dans les données que vous redonnez. Mais il ne s'agit pas non plus d'obliger forcément l'open data, c'est-à-dire que c'est pour ça que c'est viable. Il ne s'agit pas non plus de les donner au marché ou pas, mais de voir à un moment donné quelles données seraient d'intérêt légitime pour l'organisation de l'espace public, sachant que c'est aussi pour les infrastructures et les infrastructures qui vont recevoir ce type de service. C'est pas forcément pour les empêcher de travailler, mais plutôt pour les faire rentrer finalement dans le cadre de rendre au moins ce qui va permettre d'améliorer le service dont ils profitent. Merci. Fais dans l'ordre. C'est une réaction sur le sujet dont on parle, parce que vous avez abordé justement le sujet de commun numérique. Justement aujourd'hui, quelle est un peu la position de la CNIL ou de l'acteur public sur ce sujet-là? Parce que vous donnez le cas de Waze, aujourd'hui on est un peu dans des situations the winner take all, et qui plus est, en plus de ça, une fois qu'il a tout pris, il se fait racheter par Google ou Facebook. La CNIL en tant que telle, en tant qu'autorité, elle reste dans son cadre qui est est-ce que ces acteurs respectent le cadre, et c'est là où le règlement européen dont on a parlé va pouvoir répondre s'il y a un problème. Mais justement, l'objet de ce cahier, c'est qu'on se rendait compte que le problème il était un peu plus important que ça en fait. Et les communs, c'est pas quelque chose de naturel, mais on se rend compte qu'il y a des choses à aller chercher. Et nous, on reste dans notre rôle qui est de réguler la protection des données à caractère personnel, mais on disait que dans certains cadres, ça pourrait aussi aller dans le même sens, c'est-à-dire que c'est pas seulement un prétexte pour ne pas faire les choses, en gros. Donc on pourrait peut-être trouver des modalités. C'est la même différence que ce que vous disiez au départ entre la vision du droit français et du droit américain. Aujourd'hui, on subit cette vision du droit américain par les services qui, dans bien des cas, sont meilleurs que ce que propose le service public. C'est un modèle, oui, c'est le modèle gratuit, mais et la publicité. Mais là, mais la réponse, justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le règlement européen qui apporte des débuts de réponse, et c'est quand même, m'arrêter, mais c'est la première fois qu'il y a un règlement européen qui propose un principe d'extraterritorialité du droit. Et ce que j'expliquais rapidement ce matin, c'est qu'on a ce genre de problème sur la partie du paiement des impôts, etc., c'est qu'on arrive toujours à se sauver. Et aujourd'hui, avec le droit, c'était la même chose. C'est-à-dire que les mêmes acteurs, s'ils sont allés en Irlande, c'est pas uniquement pour les questions fiscales. C'est que d'un point de vue aussi juridique, c'était un peu plus tranquille, on va dire. Et le fait d'avoir un règlement européen c'est l'intérêt de la transposition qui n'était pas la même dans chaque pays. Et d'avoir un règlement européen, l'idée c'est que justement on arrive à sortir de ce cadre et que voilà, c'est une première tentative finalement d'essayer d'avoir une réponse à l'économie numérique et au numérique qui se moque des frontières. Je ne sais pas s'il y avait d'autres exemples. Non, effectivement, le principe du règlement européen, c'est qu'il s'applique tel que, par rapport à la directive qui doit se transposer. Et il y avait des transpositions extrêmement différentes au niveau de l'Europe. L'exemple moi, que je prends quand j'interviens en formation sur le sujet, pour bien faire comprendre, c'est l'Angleterre qui autorise dans un certain nombre de cas à planquer des caméras dans les prises électriques pour enregistrer ce que font les salariés, s'il y a un risque de transmission d'informations sensibles de l'entreprise. Ça, c'est autorisé en droit anglais, c'est absolument intolérable, ne serait-ce que par le principe même de la directive telle qu'elle aurait dû être transposée. Pour autant, le règlement européen, à mon sens, n'a pas été aussi loin qu'il aurait pu, parce que la version de 2012 était clairement un règlement européen, on fait comme ça, je veux voir qu'une tête, ça doit être pareil partout. Là, il y a quand même 57 thématiques sur 99 articles qui peuvent prévoir des aménagements dans les pays locaux, enfin dans les États membres. Bon, mais voilà, on part quand même d'une bonne intention, on a un texte tel que. Après, le législateur a horreur du vide, mais horreur du vide. Donc il n'aime pas les règlements européens où il n'y a rien à faire. Donc quand on regarde la loi République numérique d'octobre, on a eu des éléments qui ont été en plus du règlement européen, sur des éléments qui n'étaient même pas fondés.
C'est un élément qui était peut-être fondé, c'était les données des personnes décédées. Mais maintenant, on nous impose d'informer dans tous les formulaires ce qui va arriver si vous décédez. Alors, c'est super vendeur. Hein, ça, voilà. Et le deuxième point, c'était sur la portabilité des données qui ne sont pas des données à caractère personnel. Moi, je veux bien suivre le truc, mais ça a été vendu avec un argument qui a été mis en avant. C'est l'exemple qui a été donné, c'était une donnée à caractère personnel. Donc j'ai un peu de mal à imaginer des parlementaires qui votent pour un truc alors qu'en fait c'est pas du tout ça qui va se passer. Moi ça me pose un problème démocratique. Après la règle, bon, elle s'applique, ok. Là quand on regarde, il va y avoir encore un projet de loi. Un projet de loi pour faire évoluer la loi de 78 parce que c'est un monument donc on peut pas l'effacer d'un trait de plume. Moi, j'attends de voir je suis très très curieux du projet de loi pour voir ce qui a été ajouté, ce qui a été modifié, etc. Parce que des projets de loi, il y en a dans tous les pays européens. Là. Chacun sort son petit projet avant le 25 mai 2018. Il pourra le sortir après. Hein. Voilà, donc sur le côté harmonisation, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il y a l'organisation qui regroupe l'équivalent des CNIL au niveau européen, le groupe de l'article 29, qui a vraiment une vision claire sur comment ça doit être harmonisé, etc. Est-ce qu'ils pourront lutter contre les tentations purement locales de chaque État de vouloir faire des règles particulières, et notamment une règle qui est sur le profilage, avec la possibilité pour les États membres de prévoir des règles particulières en matière de profilage. C'est quand même un sujet un peu sensible, et on pourrait, à mon sens, revoir le cas de l'Irlande, d'ailleurs un pays qui ait des règles particulièrement laxistes en matière de profilage, et tout le monde qui va du coup faire ses traitements dans ce pays-là, parce que ça va être plus simple. J'espère que ça ne sera pas le cas. Dans le texte, il y a des éléments pour que ça ne le soit pas. Ça dépendra des législateurs locaux. On a déjà dépassé, il y avait encore une question. Et puis après vous pourrez... Du coup, aujourd'hui, on a vu avec Uber ils ont eu une fuite de données il y a de cela 1 an, ils nous ont prévenus. Aujourd'hui, la seule arme qu'on a, c'est un secrétaire du numérique qui marque un message Twitter en demandant à Uber que sont devenues ces données. Comment peut-on se protéger là-dessus vis-à-vis de ça? Comment fait-on pour attaquer Uber, par exemple, enfin, tout ce qui est droit et tout? C'est pas la seule arme. Parce que d'abord, il y a deux choses. C'est malgré tout quand même une atteinte au principe de sécurité qui est posé dans l'article 34, qui existe depuis la nuit des temps. Hein. Donc par rapport aux données assez précises qu'Uber collecte, il y a un niveau de sécurisation qui doit être à la hauteur de ce qu'il collecte. Donc déjà, il y a une sanction possible. La sanction, elle est plus de 150 000 €, comme je vous l'ai indiqué, depuis octobre dernier, elle est à 3 millions. C'est déjà un peu plus. Vous allez me dire pour Uber, c'est une goutte d'eau, mais c'est un peu plus que 150 000. Après, depuis novembre dernier, il y a la possibilité des actions de groupe. Donc vous pouvez avoir des associations de défense des libertés qui disent à Uber, vous êtes gentil, mais vous ne savez pas sécuriser. Donc vous arrêtez votre traitement. Arrêter le traitement des données Uber en France, ça pourrait avoir un vrai impact médiatique. Après, il y a évidemment toutes les sanctions qui pourraient être prises par les différents régulateurs, déjà de principe, et puis le RGPD qui va renforcer toutes les règles. Parce qu'on a notamment, on a la notification, mais il ne faut pas croire qu'on notifie et puis après, terminé. Hein. Parce qu'en général, ce qui va se passer, c'est qu'on notifie, c'était vraiment très grave, donc le régulateur va arriver pour dire qu'est-ce que vous avez fait? Et puis du coup, hop, possibilité de sanction, s'ils n'ont vraiment rien fait en matière de sécurité. Et quand on regarde les dernières décisions, alors notamment de la CNIL en matière de sécurité, on voit que même une entreprise qui collabore pleinement, qui corrige en quelques heures, qui fait en sorte d'aménager tout ce qu'il peut, d'essayer de corriger, etc., elle est malgré tout condamnée, et parfois assez fortement. Toute proportion gardée, 20 000 €, 40 000 €, etc. Mais malgré tout, la décision dit on vous a condamné qu'à ça parce que vous avez été parfaitement diligent, qu'il n'y a pas eu de conséquences, etc., etc. Donc demain, avec un truc aussi massif qu'avec une entreprise qui respecte aussi peu les règles, je pense que si la CNIL ne sanctionne pas beaucoup, je fais confiance à tous les autres régulateurs au niveau européen pour eux sanctionner un peu plus. À un moment, la CNIL espagnole, alors je ne sais pas si c'est le cas encore avec le RGPD, les amendes, c'est pour elle. C'est son budget. Voilà. Donc, ça motive un peu plus. Oui, parce que la différence entre les autorités de protection, c'est que quand la CNIL met une amende, ça ne vient pas dans ses poches, ça va dans les poches de l'État.
Et donc, mais après, voilà. Mais justement, l'Espagne, ça pose des questions. Ils se posent des questions d'ailleurs. C'était pas leur modèle. Mais juste pour continuer sur la différence, c'est que j'en en parlais juste avant, tout à l'heure, c'est que sur le cas précis du beurre, là, on est encore hors règlement. Et la semaine dernière, il y a ce qu'on appelle le G29, donc c'est le groupement de l'article 29, qui sont le groupement des CNILs européennes. C'est l'association des CNILs européennes, présidée par la présidente de la CNIL française, qui a lancé finalement, ils appelaient une task force, sur la première collaboration pour travailler ensemble sur... Je ne pense pas qu'ils aillent jusqu'à la sanction, mais ils vont déjà se mettre en ordre de bataille pour travailler ensemble sur la manière dont ils auraient répondu post-mois de mai. C'est-à-dire que pour se mettre ensemble sur, on a typiquement un bon cas d'espèce, on va se mettre ensemble. Là, c'est l'autorité néerlandaise qui est chef de file, qui va travailler avec la française, l'espagnole et quelques autres, l'allemande, pour travailler ensemble sur comment on l'aurait sanctionné ou comment on le sanctionnerait. Je pense pas, je sais pas, je sais juste qu'ils vont travailler ensemble, je n'ai pas toutes les infos, mais c'est un cas d'espèce où aujourd'hui, on se met en ordre de bataille pour pouvoir être en mesure d'y répondre le cas échéant. Mais sur ce cas précis, savoir s'il va se passer quelque chose rétroactivement, j'ai pas d'infos. Mais c'est assez important. Et je pense que la notification de violation de données, justement, ce serait le fait de ne pas l'avoir notifié pourrait être une circonstance aggravante, donc on pourrait monter au maximum. Donc c'est à ça aussi que ça sert, de pouvoir d'être de bonne foi vis-à-vis du régulateur, c'est aussi minimiser in fine le risque d'avoir une sanction lourde.